diversité, que vous soyez élus, associatifs, citoyens. Il me revient la lourde tâche très sympathique de vous accueillir au nom de notre binôme. Alors je voudrais rappeler ce que c'est qu'un binôme, justement. Un binôme, puisqu'on a tendance à l'oublier, c'est deux personnes, un homme et une femme. Il est important qu'on le dise, puisqu'on a tendance à l'oublier. Alors vous avez toujours dans un binôme quelqu'un de très sérieux, et là c'est Charles, bien évidemment, et quelqu'un de très souriant et de très accueillant, et c'est pour ça qu'il me revient la tâche de vous recevoir aujourd'hui, puisque vous l'avez deviné, la personne souriante, il ne me dirait pas le contraire, mon sourire est plus joli que le sien. C'est moi, voilà. Et les petites mains qui tartinent, c'est aussi moi, voilà. Alors je laisserai, je ferai un peu d'humour dans ces moments pas toujours très sympathiques, je laisserai à Charles la tâche de vous dire énormément de choses. Je sais qu'il a préparé au moins 25 pages, donc voilà. Alors moi, il me revient le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2019, que celle-ci soit remplie de joie et de douceur. Alors Sénèque disait, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous les orages. Alors dans ces temps qui grondent un peu partout, je vous souhaite à tous de pouvoir danser et encore danser avec les vôtres, avec ceux que vous aimez, avec ceux qui partagent votre vie, que ce soit au travail ou dans la rue. Que vous puissiez danser beaucoup en 2019 pour oublier toutes les vilaines choses de la vie et que la santé vous soit préservée. Voilà. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon binôme, voilà, Monsieur Charles Beauchamp. Je pense que ça, oui, ça doit aller. Eh bien, mesdames et messieurs les maires et élus municipaux, monsieur le membre honoraire du Parlement, mesdames, messieurs les responsables associatifs, mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir, madame Marilyn Lucas, monsieur Michel Meurdesoif et moi-même pour cette réception des vœux des conseillers départementaux du canton d'Aniche et nous vous remercions de votre participation. Nous vous demandons de bien vouloir excuser mademoiselle Aquino, mais elle est souffrante aujourd'hui. Remercions également Marilyn, madame le maire de Guénin, de mettre la salle des fêtes à notre disposition afin de vous présenter nos vœux, des vœux de réussite, des vœux de santé pour chacune et chacun d'entre vous. Nous formulons également des vœux de paix pour notre pays, pour la planète, et avons une pensée pour les victimes des attentats à Strasbourg ou ailleurs. Ces vœux n'ont pas lieu un lundi comme les 3 années précédentes, mais un mercredi, puisque le député de la 16e circonscription, notre ami Alain Brunel, avait choisi ce lundi. Alain que nous excusons puisqu'il est retenu à Paris. Et donc nous avons dû décaler en fonction des disponibilités de la salle. Malheureusement aujourd'hui, ce sont également les vœux du CIRA, ce qui explique des absences ou des retards. L'an prochain, bien évidemment, nous reviendrons au 3e lundi, qui est, si je ne me trompe pas, le 20 janvier. N'est-ce pas, Marilyn? C'est ça. Voilà. Notre pays vit un mouvement social marqué par la colère des gilets jaunes et de tous les autres. Les gilets rouges, les blouses blanches, les robes noires, l'ensemble des syndicats, les interventions télévisées du président de la République n'ont de toute évidence pas répondu aux attentes. Les élus locaux que nous sommes mesurons l'état d'exaspération de nombreux habitants de nos communes et du canton. Un profond sentiment d'abandon, voire de mépris, s'exprime. C'est vrai des retraités avec la hausse de la CSG,
des salariés avec un SMIC et des salaires trop bas, des automobilistes avec des hausses de carburant, des lycéens et des étudiants inquiets pour leur avenir, des associations, des communes et des départements avec la fin des contrats aidés et des coupes sombres dans leur budget, des services publics de plus en plus menacés, sans oublier les inquiétudes réelles pour le climat. Nous l'avons dit lors du débat d'orientation budgétaire le 17 décembre au département, et nous le redisons aujourd'hui, la politique conduite par la majorité du Conseil départemental porte une part de responsabilité dans notre département de la colère qui a éclaté. Citons l'exemple des services d'aide sociale à l'enfance qui ne cessent d'alerter sur les manques de personnel, mais aussi le désengagement à l'égard des partenaires associatifs, la baisse des budgets consacrés aux établissements sociaux et médico-sociaux, l'abandon de la politique ambitieuse des collèges, et nous arrêterons là ce qui pourrait être une longue énumération. En ce qui concerne la politique de l'enfance, dont vous avez pu voir sur Antenne 2 un reportage il y a quelques jours, nous demandons la création d'une mission d'information et d'évaluation sur la politique départementale. Nous l'avons demandé il y a quelques heures. J'ai eu la directrice de cabinet au téléphone qui m'a indiqué que c'était à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière. Un débat d'orientation budgétaire, donc prévu initialement en novembre, mais reporté le 17 décembre, et le vote du budget prévu, lui, pour cette date, pour le 17 décembre, est reporté début février. Des reports qui s'expliquent par les retards de l'État dans la transmission du montant de certaines dotations. Vous avez bien entendu, la première collectivité de France ne peut pas respecter les délais qu'elle s'était donnés pour étudier le budget, puisque l'État n'est pas au rendez-vous, ou tout au moins ne l'a pas été pour la date prévue. Donc impossible d'aborder aujourd'hui dans le détail le budget départemental 2019, mais l'analyse des documents budgétaires du débat d'orientation budgétaire permet un constat. Le budget 2019 s'inscrira dans la droite ligne du précédent, avec la poursuite de la compression des dépenses de fonctionnement et l'insuffisance criante des compensations de l'État. Les départements sont plombés par le poids du financement des allocations individuelles de solidarité, la PA, la PCH, le RSA, et maintenant avec la prise en compte des mineurs non accompagnés. Il est temps que les exécutifs départementaux protestent réellement contre la confiscation progressive des ressources et de la liberté locale par le pouvoir central. Il n'y a pas d'aménagement possible de la France sans les collectivités locales et territoriales. Et il est plus que temps de leur rendre les moyens nécessaires. Le dernier congrès de l'ADF, c'est l'Assemblée des départements de France, qui réunit l'ensemble des présidents de conseils départementaux, a été plus que décevant. L'ADF ne joue plus véritablement son rôle. Et nous sommes au regret de constater que par son manque de combativité et d'exigence, elle accompagne l'État dans l'asphyxie des départements. Et bien que M. Bussereau, le président de l'ADF, soit un proche de M. le Premier ministre, mais quand même, il y a quand même certaines limites. Nous nous inquiétons grandement pour l'avenir des départements. Le seul levier fiscal qui leur reste aujourd'hui est la taxe foncière sur le bâti. Et il se dit qu'elle serait transférée aux communes afin de pallier à la suppression de la taxe d'habitation. Donc les départements seraient ainsi sous perfusion financière totale de l'État. Le budget 2019 sera le premier voté depuis la mise en œuvre
de la fameuse contractualisation avec l'État, un contrat financier choix de la majorité départementale que nous ne comprenons pas et auquel nous sommes opposés, puisqu'il place notre département sous la tutelle préfectorale. Nous voilà revenus à avant 1982, à avant la décentralisation. C'est pourtant cette même majorité qui, au lendemain des élections départementales de 2015, justifiait et justifie toujours la suppression d'emplois et de certaines politiques, ainsi que l'augmentation de la taxe foncière en brandissant la menace de la mise sous tutelle. Lors de la séance plénière du 17 décembre, un autre dossier important a été inscrit à l'ordre du jour, le plan pauvreté. C'est le 13 septembre que M. Emmanuel Macron a présenté sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, chiffrée à 8,5 milliards sur 4 ans. La pauvreté est une réalité dans notre pays. Près de 9 millions de personnes pauvres, dont un enfant sur 5, soit 1 million de plus qu'il y a 10 ans, 1 million de salariés pauvres, puisqu'ils gagnent un salaire inférieur à 855 €, 4 millions de mal logés, 12 millions qui subissent la précarité énergétique. Le mouvement social a rappelé la dure réalité de notre pays, 6e puissance économique mondiale, où 5,5 millions de personnes survivent grâce à l'aide alimentaire distribuée par les associations caritatives, et je salue leurs représentantes et représentants ce soir. La déclinaison pour le Nord de ce plan pauvreté, qui d'ailleurs ne sera pas neutre financièrement pour le département. On nous demande 50 millions sur 4 ans. Nous ne l'avons pas voté, et ce pour plusieurs raisons. La première, ce plan pour lutter efficacement contre la pauvreté doit permettre d'éradiquer ce fléau, qui est une conséquence de notre organisation sociale et économique. Sauf que ces annonces ne sont qu'en plâtre sur jambe de bois. Deuxièmement, il est limité dans le temps, 4 ans. Troisièmement, l'objectif du plan est bien de tourner la page du modèle social français hérité du programme du Conseil national de la résistance. Quatrièmement, le monde associatif, d'ADT Carmonde au SAMU social, en passant par l'Observatoire des appuyants sur 5 métropoles, dont la métropole européenne de Lille. Ça se passait cet été, ça a commencé au mois d'août, avant de franchir donc un nouveau palier dans la suppression des départements, puisque la finalité est bien là. À l'unanimité, et il faut s'en féliciter, le Conseil départemental du Nord a voté le 8 octobre une motion refusant ce projet de métropolisation. Pourquoi tant d'acharnement politique pour supprimer un échelon institutionnel de proximité qu'est le département? Nous posons la même interrogation au sujet des communes, échelon historique et de base de la démocratie locale. Usant de populisme et de démagogie, les motifs donnés sont le millefeuille institutionnel, le coût de fonctionnement et donc les économies à réaliser. Mais en réalité, la raison est tout autre et se résume à la construction de l'Union européenne fédérale, à notre triptyque institutionnel que nous connaissons, communes, départements, État, et nous n'écartons pas les régions. Les partisans de l'Union européenne de la finance veulent y substituer le schéma institutionnel suivant, métropole, grande région, Europe. Ceci afin d'accélérer la mise en concurrence des hommes et des territoires et de créer des espaces répondant davantage aux intérêts des marchés financiers. C'est bien le règne du néolibéralisme qui veut s'affirmer. La fusion département-métropole aurait pour conséquence une aggravation des inégalités pour la population et les territoires. Mais imaginons quelques instants
que cette métropolisation ait été actée. Je vous renvoie à la carte de France et au département du Nord, qui se situe forcément tout en haut, tout en longueur. La métropole, la métropole, elle, a une position centrale. Et elle coupe le département en deux. Donc, eh bien, la finalité de tout cela, ça aurait été la création de deux départements, puisqu'il y aurait eu un département de l'actuel sud du Nord, et puis le département de la région de Dunkerque, et l'autre partie étant la métropole. Voilà où on voulait nous emmener. Vous imaginez bien une seule seconde que ce n'était pas possible, et que par conséquent, il y aurait une incitation à créer deux autres métropoles, le pôle métropolitain à accélérer, et puis c'en était terminé du département du Nord. Voilà la réalité qui nous attendait, et là on peut se féliciter de l'unanimité du Conseil départemental d'avoir refusé cette option. Venons-en au travail cantonal. Le Conseil départemental, ce sont aussi les politiques d'aide en direction des communes, comme villages et bourgs, ou les projets territoriaux structurants. Nous revendiquons l'amélioration de ces politiques et sommes vigilants, comme vous le savez, quant à leur application dans le canton. Au titre de ces politiques, 11 projets ont été retenus et seront subventionnés pour un montant total d'1 407 789 €. Il s'agit pour Dechy de 300 000 € pour la réhabilitation et la restructuration de la ferme des Savoirs retrouvés, Montigny en Ostrevent 56 221 € pour la transformation d'un préau en clos en salle d'activité, pour le Ward 42 684 € pour des travaux de rénovation des menuiseries de l'école, Magny 132 332 € pour la rénovation du revêtement synthétique du terrain de sport du complexe Guy Dru, Arleux 243 743 € pour les travaux d'aménagement de la place de Gaulle et ses abords, Bunicourt 100 300 € pour la création d'une maison pour tous, Quentin 23 980 € pour la préservation et la mise en valeur du belvédère. Golzin 200 000 € pour la rénovation et la sécurisation de l'église de Golzin. Hamel 106 000 683 pour la phase 1 de l'aménagement du centre-bourg. Marc-en-Ostrevent 128 593 € pour les travaux de mise en conformité et l'aménagement du centre-bourg. Enfin, Monchecourt 68 253 € pour l'aménagement et la mise en accessibilité et l'extension du cimetière. Comme chaque année, nous réunirons prochainement les maires afin de travailler à une future programmation. Nous suivons avec une attention toute particulière les 4 collèges du canton, Aniche, Arleux, Dechy, Magny, qui, outre les subventions de fonctionnement, ont vu pour 2018 des investissements pour un montant total de 397 206 €. En ce qui concerne les 150 km de routes départementales qui traversent le canton et ses communes, ils auront mobilisé 1 13 260 € au titre des travaux d'entretien. Donc ils intéressent la traversée des territoires des communes d'Aniche, Aubigny, Bunicourt, Ferrin, Monchecourt, Quentin, Étré, Villers, Le Ward, Magny, Brunémont, Hamel, Arleux, l'Écluse, Fressin, Féchin. Quant à la reconstruction du pont de Saint-Gobain, boulevard Drillon à Aniche, elle aura nécessité un engagement financier de 673 000 €. Des subventions d'un montant total de 128 764 € pour des aménagements visant à améliorer la sécurité routière ont été attribuées
aux communes de Arleux, Herchin, Étré, Féchin, Le Ward et Montfort. Enfin, l'enveloppe action d'intérêt local d'un montant de 39 117 € de vos 2 conseillers départementaux, eh bien, elle a permis de répondre à 74 demandes venant essentiellement du monde associatif. Les intercommunalités sont également accompagnées, mais nous n'allons pas développer l'intégralité des subventions pour ces intercommunalités. Nous voudrions aborder 2 dossiers particuliers, la mobilité et le centre hospitalier. L'an dernier, lors de notre cérémonie des vœux, nous avons relaté que suite à des demandes réitérées auprès des différents présidents du SNTD et après un échange avec M. Attu, président du SNTD à cette époque, des améliorations du réseau LVOL dans l'Arlésie allaient être proposées. Effectivement, le 19 juin, une réunion s'est tenue à Arleux, mais les améliorations proposées n'étaient pas satisfaisantes et nécessitaient d'être retravaillées. Un changement de président au SNTD est intervenu. Le 29 septembre, Marilyn et moi avons rencontré M. Claude Egault, nouveau président. Il nous a assuré de sa volonté d'améliorer la desserte de l'Arlésie. Ce qui s'est vérifié lors d'une réunion toujours à Arleux, centre de mobilité, le 14 décembre dernier. La mise en service des nouvelles dessertes se fera en septembre prochain. Nous remercions le président du SNTD et le comité syndical. La ligne TER SNCF Douai-Cambrai, desservant l'Arlésie. Elle est un outil essentiel dans l'aménagement du territoire, vous le savez, d'une part pour la mobilité de la population et d'autre part pour le maintien et le développement économique. Nous avons appris par la presse qu'une réunion s'était tenue à Arleux le 18 décembre sur le sujet, à l'initiative du vice-président du conseil régional, au cours de laquelle la pérennisation de la ligne avait été annoncée avec des travaux de doublement de la ligne avant 2025. Très important. Remercions l'exécutif régional de cette prise de décision. Nous ne le remercions évidemment pas, ni d'ailleurs les conseillers régionaux du Douaisis, de ne pas nous avoir invités à ces réunions. Mais, me direz-vous, à chacun sa conception du travail en commun, à chacun sa conception de la démocratie. Mais quelle belle victoire pour la population et le territoire. Et c'est là l'essentiel. Et nous remercions surtout les usagers, le collectif de défense et de développement des services publics du Douaisis et les élus qui se sont impliqués. Sans leur mobilisation réussie, sans le rapport de force engagé, la ligne Douai-Cambrai, dans son tracé actuel, vivrait ses derniers moments. Il suffit de regarder la fermeture de nombreuses autres lignes pour s'en convaincre. Quant aux menaces de suppression des arrêts en gare de Douai, des TGV en direction de Paris, et ceux assurant le retour évidemment. Informés par des agents de la SNCF, nous avons saisi la direction de la SNCF. Dans sa réponse reçue le 16 janvier, la direction de la SNCF ne nous apporte aucune véritable garantie. Nous pourrions même dire qu'elle renforce certaines inquiétudes et nous renvoie dans un premier temps à mars 2019. Si les menaces se précisaient, ce serait inacceptable et appellerait à une mobilisation très forte contre ce projet. Un projet pénalisant pour le Douaisis sur les plans mobilité et économique. Une telle réponse ne peut pas rester sans réaction. J'en ai évidemment parlé
et informer M. Frédéric Chéreau, maire de Douai, mais également le collectif de défense des services publics. M. le maire de Douai a donc sollicité, lui, une rencontre avec la direction de la SNCF, et je vais me permettre, quitte à prendre 3 minutes supplémentaires, je pense que Marlène ne voudra pas, elle me dit, sois précis dans tes propos, donc c'est ce que je fais. Je suis attentif à ce qu'elle me demande. Donc, voilà ce que dit le directeur de l'axe TGV Nord. Dans votre courrier du 10 décembre, vous avez souhaité appeler l'attention de Mme Sandrine Godefroy concernant l'offre ferroviaire grande vitesse des gares de Douai et Valenciennes, s'agissant d'une question relevant de l'activité de l'axe TGV Nord. La directrice territoriale de la SNCF Réseau m'a confié le soin de vous répondre. Nous avons toujours été vigilants à ce que la desserte ferroviaire grande vitesse des Hauts-de-France irrigue un nombre important de villes du territoire afin de répondre au mieux aux besoins du plus grand nombre. L'objectif du TGV est de permettre à une part toujours plus importante de Français de voyager au meilleur prix. Dans ce contexte, nous avons récemment annoncé une stabilité des horaires du service annuel 2019, entré en vigueur le 9 décembre dernier, pour les TGV à destination et en provenance de Paris-Nord. Le nombre de fréquences TGV reliant Douai et Valenciennes à la capitale est ainsi resté inchangé depuis décembre 2012. Mais depuis décembre 2012, il a quand même diminué. Enfin, avant décembre 2012. Comme vous le savez, alors je reprends, comme vous le savez sans doute, dans le cadre du nouveau pacte ferroviaire, et c'est là où ça devient fort important, la SNCF a reçu pour objectif de moderniser le système ferroviaire pour le rendre plus fiable et plus efficace, capable de faire face à l'ouverture à la concurrence, qui sera effective fin 2020 pour les TGV. Bien qu'il soit trop tôt à ce jour pour réagir à certaines affirmations sur les évolutions d'offres TGV à plus long terme, nous nous engageons à ce que vous soyez informés au plus tôt des travaux qui seraient menés sur ce sujet. S'agissant du système annuel 2020, dont la réflexion prendra forme dans les mois qui viennent, nous serons en mesure de vous en exposer les grandes lignes au plus tard en mars 2019. Voilà le contenu du courrier qui, comme je vous le disais à l'instant, ne peut pas nous rassurer. Mobilité et développement durable sont étroitement liés. La gratuité, regagnée par la lutte pour les collégiennes et les collégiens, et les lycéennes et les lycéens dans le Louaisie, la gratuité des transports gagne du terrain dans notre pays. La gratuité des transports publics comme le ferroutage sont l'une des réponses urgentes à mettre en œuvre dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Bien évidemment, cela passe par des décisions locales, comme Dunkerque par exemple, mais surtout par une toute autre politique nationale des transports qui ne ferait sans doute pas plaisir aux actionnaires de chez Total. Venons-en au centre historique, au centre hospitalier de Douai. La santé est une préoccupation majeure chez nos concitoyens. Le nombre de personnes qui, pour des raisons de ressources financières, ne peuvent plus soigner va grandissant. Depuis plusieurs décennies, la politique de santé dans notre pays est en recul et nous assistons à la fois à des fermetures de services et d'établissements et à une forme de marchandisation de la santé. Au centre hospitalier de Douai, l'annonce d'un déséquilibre financier, et c'est volontairement que je n'emploie pas le terme de déficit, un déséquilibre financier de 5 millions d'euros avait amené l'ARS à demander à la direction de l'hôpital un contrat de retour à l'équilibre financier, ce qu'on appelle un CREF, qui prévoyait la suppression de 20 postes. Eh bien, ce CREF avait été refusé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui exigeait davantage de suppression de postes, 60 postes supplémentaires. Le 30 novembre dernier, avec M. Dimitri Ouvron,
député, avec M. Chéreau, maire de Douai, et président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Douai, nous avons été reçus par Mme Digou, qui est la directrice adjointe de l'ARS, et M. Corvézier, directeur de l'offre de soins, afin d'évoquer cette situation. J'ai alors redit mon opposition à toute greffe, supprimant des emplois et générant des restrictions au détriment des patients, de la population, du personnel médical et des agents hospitaliers. Hier, lors de la réunion du conseil de surveillance, j'ai appris que l'Agence régionale de santé avait allongé le délai pour un retour à l'équilibre financier, en donnant 2 années supplémentaires. Mais j'ai eu aussi la confirmation que l'hôpital disposait, pour lui, d'une réserve de trésorerie de 14,5 millions. Ce dernier élément, évidemment connu par l'ARS, rend à notre sens caduque sa demande de suppression de poste. Même si cette réserve de trésorerie ne permet que des projections à très court terme, elle donne de la marge afin de poursuivre le combat mené et de ne supprimer aucun poste. Nous devons donc continuer à agir afin que le centre hospitalier soit à la hauteur des besoins de la population du Douaisis, et nous connaissons toutes et tous la situation sanitaire de notre arrondissement. La défense des communes, des départements, de la mobilité, de l'hôpital, c'est la défense des services publics. Nous avons la conviction qu'il n'y aura pas d'alternative politique, et donc pas d'alternative sociétale, sans la reconquête de services publics et sans la conquête de nouveaux services publics. Le maintien et le retour des services publics est d'ailleurs l'une des exigences clairement exprimées par le mouvement social et accompagne d'autres exigences que sont le pouvoir d'achat et le progrès social. À l'heure où la population crie sa colère contre la malvie, l'insécurité sociale, la confiscation de la démocratie, la réponse du président de la République ne peut pas se limiter à 10 milliards de miettes sociales payées par nos impôts et à un grand débat national déjà rapetissé par l'affirmation qu'il n'y aura pas de changement de cap politique. C'est bien là l'obstination du pouvoir de défendre les privilèges de 1% de la population qui s'enrichit sur le dos de 99% de la population. L'argent existe dans notre pays, 6e puissance économique mondiale, pour répondre aux aspirations légitimes. Parce qu'à côté de la paupérisation d'une partie grandissante de la population, 358 000 foyers ont bénéficié l'an dernier de la quasi-disparition de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Leur patrimoine se monte à 1028 milliards d'euros, soit 3 fois le budget de la France. Alors, si on prenait un peu d'argent à ces 358 000 foyers, je suis persuadé qu'ils n'iraient pas pour autant au restaurant du cœur. Et mercredi 9 janvier, le journal Les Échos révélait que les entreprises françaises cotées en bourse, qu'on appelle le CAC 40, ont reversé en 2018 57 milliards 400 millions de dividendes à leurs actionnaires, un montant inédit de 10 ans après la crise de 2008. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que ce sont les actionnaires de Total qui en engrangent une grosse partie. Car ces 57 milliards d'euros déversés généreusement aux actionnaires viennent percuter l'actualité de la société française en quête d'égalité, d'équité, de fiscalité juste, de salaire digne, d'une augmentation du SMIC et de meilleurs services publics. Cet argent qui coule à flot et dont personne ne parle vraiment, à commencer par le président de la République, marque l'indécence absolue du temps qui est le nôtre
avec le décalage abyssal entre le règne du capital et le monde du travail dans son panel le plus large qui connaît la souffrance. Comme si de rien n'était, les multinationales retrouvent donc leur marche financière d'avant 2008, servant leur premier de cordée, et continuent néanmoins de percevoir des privilèges et des aides publiques, le CICE, 40 milliards en 2019, la suppression de l'ISF, 3,5 milliards, la flat tax, 2 millions, quant à l'évasion fiscale, elle coûte 20 milliards d'euros chaque année, 80 milliards d'euros, pardon, chaque année aux finances publiques. Voilà où est l'argent auquel M. Macron ne veut pas toucher. Au fond, n'est-ce pas le système capitaliste mondialisé et financiarisé qui est aujourd'hui puissamment contesté? Tout est fait dans les allées du pouvoir et chez certains médias pour grossir tel ou tel incident ou acte inadmissible, afin de discréditer le mouvement social. À la façon des bourgeoisies du XIXe siècle, assimilant les classes laborieuses à des classes dangereuses, mais en ignorant la violence sociale et économique, source d'exclusion. Tout est ainsi fait pour que l'extrême droite et autres populistes et démagogues sortent gagnants de cette crise profonde venant de loin, afin de retrouver, demain encore, cette extrême droite dans les seconds tours de scrutin. Tel est le jeu dangereux que joue le pouvoir de notre pays et des institutions et les institutions européennes qui ne tirent aucune leçon de ce qui se passe en Europe depuis des mois. À moins que pour empêcher une alternative progressiste et maintenir les privilèges de quelques-uns, de ce 1% dont nous causions tout à l'heure, il n'est pas exclu, comme en d'autres temps, le choix du pire. Il convient donc de mesurer la gravité du moment et de se hisser au niveau des exigences historiques. Dans ces conditions, nous ne pouvons nous laisser enfermer dans le carcan du grand débat défini par la lettre du président de la République aux Françaises et aux Français. À la lecture de ce document, nous comprenons très vite le cadre restrictif et les pièges tendus afin d'éviter les vraies questions posées par les Françaises et les Français. De la reconquête de la démocratie avec la fin de ce régime présidentiel à celle du pouvoir d'achat. Tout citoyen attaché aux valeurs de progrès, tout citoyen attaché aux valeurs humanistes, a la responsabilité de dépasser ce cadre restrictif imposé et de travailler dans un esprit de rassemblement à des propositions de transformation progressistes pour obtenir des avancées sociales et sociétales significatives. C'est de l'avenir de la République et de ses valeurs dont il est question. Merci de votre attention. Bonne année 2019. Je pense que le moment est venu du pot de l'amitié, n'est-ce pas, Vous avez compris pourquoi je vous laisse le côté sérieux et pourquoi je regarde le côté souriant. C'est tout simplement pour vous inviter effectivement au verre de l'amitié. Je saluerai mes collègues et amis maires qui viennent d'arriver, je pense du CIRA. Bienvenue à vous tous.